Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Eunice. Salut Eunice. Salut, ça va bien? Ben oui, toi. Oui, Enchantée de faire ta connaissance. enchantée à moi aussi de faire votre connaissance. Ça fait-tu longtemps que tu connais le collectif des Explacés? Non, pour de vrai, ça fait pas longtemps que je le connais pas. C'est juste parce que dans le fond, je me promenais sur Facebook, puis j'ai vu les maisons Stéphane Fallu, puis j'ai vu en regardant encore et encore, j'avais vu qu'ils recherchaient des personnes qui avaient traversé la DPJ, puis qui sont devenues adultes, puis ils cherchaient des personnes pour témoigner de leur passage à la vie adulte. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais donner mon opinion. Je me suis dit, c'est l'occasion pour le donner. Puis en plus, cette année, comme on est en 2023, ben, ça va faire 10 ans. Il y a 10 ans, j'avais 17 ans. Fait que c'est là que j'ai commencé un peu à y penser, avoir le souci de me dire qu'il faut que, en ma majorité, mon autonomie, essayer de me trouver une place où me loger. Là. Fait que là, en ce moment, tu as 28 ans, de ce que je comprends. 27 ans. J'ai 27 ans le 10 janvier de cette année, 2023. OK. Puis tu restes dans quel coin, dans quelle région? Je reste à Québec, capitale nationale, ouais. OK. Puis tes projets en ce moment, ça ressemble à quoi? À part terminer mes études pour devenir infirmière autorisée, mais j'ai pas vraiment de vraiment gros projets d'autres pour l'instant. Là. C'est sûr que j'en ai d'autres plus tard à faire, mais je pense vraiment que je vais focaliser là-dessus. Ben, c'est quand même un gros projet, devenir infirmière, puis en plus exercer la profession. Après, là, ça doit être quand même assez exigeant. Ouais, ben, tout est exigeant pas mal. Là. J'ai été préposée bénéficiaire pendant 4 ans. Ben, j'ai 4 ans d'expérience là-dedans. Puis, des fois, j'entends dans les nouvelles que c'est difficile, puis tout ça. J'ai travaillé aussi dans la pandémie. J'entends tout le temps, c'est difficile de travailler dans les services infirmiers, c'est difficile de travailler dans les hôpitaux. Puis on dirait que, je sais pas, j'ai comme une relation, pas une relation toxique, c'est juste me dire, j'ai pas peur d'y aller, puis j'y vais pareil, même si j'entends qu'il y a beaucoup de difficultés, là, ou de charges de travail excessives. Mais pour moi, je me dis, ben, s'il y a beaucoup de charges de travail excessives, c'est peut-être parce qu'il manque du personnel, fait que pourquoi pas, j'irais donner mon temps. Fait que je me dis, c'est sûr que si chaque personne, on en fait tout le temps un petit peu plus de qu'est-ce qu'il peut faire, ben, ça va peut-être changer les choses. Dans le fond, toi, ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Ben, en fait, moi, à 4 ans, en l'an 2000, j'ai été placée en famille d'accueil pendant à peu près 6 mois. Puis ensuite, j'ai réintégré le domicile de ma mère jusqu'en octobre 2011. J'avais 15 ans et demi, j'avais bientôt 16 ans. Puis là, je retournais en famille d'accueil. Ça a été un placement à majorité. Puis comment tu as trouvé ça, ta première famille d'accueil? La première famille d'accueil, il y avait déjà d'autres filles, tout ça. C'est des personnes qui étaient quand même assez expérimentées là-dedans. Là. Je pense que la madame puis le monsieur c'était un couple marié, là. Ça faisait longtemps qu'ils faisaient ça, la famille d'accueil, ils étaient habitués, fait que j'ai quand même aimé ça. C'est d'autres coutumes parce que c'était pas comme dans mon domicile initial, mais j'ai aimé ça, j'ai gardé des belles expériences. C'est un beau souvenir d'avance quand même, là. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dû réintégrer ta Ben, famille? j'imagine que ma mère, elle a réussi à avoir la garde avec, elle s'est battue judiciairement, là, mettons, là. OK. Ça s'est passé comment, ça, le retour à la maison? Toi, est-ce que tu étais en accord avec ça à ce Non, moment-là? non, j'étais vraiment pas en accord avec ça, pas du tout. Dans le fond, toi, là, à ce moment-là, tu avais 4 ans. Ouais. Puis tu te souviens que tu n'étais pas d'accord avec ça, Non, mais non, ils non, t'ont non. quand même retourné chez toi. Ouais. Ça s'est passé comment, le retour à Ça la s'est maison? ça s'est pas vraiment super bien passé, là. J'avais, comment dire ça, c'est sûr que, tu sais, moi, c'est ma façon d'être, c'est sûr que je suis quand même expressive, là, fait que c'est sûr que, tu sais, si j'étais en famille d'accueil à cet âge-là, il y avait déjà des problématiques à la maison, fait que c'est sûr que, tu sais, j'étais pas super contente de retourner chez moi, fait que c'est sûr que ma mère, elle l'a su, puis là, c'est sûr que après les violences ils ont commencé, mais tu sais, mettons, elle utilisé des violences physiques ou des corrections physiques ou psychologiques pour me faire comprendre que c'était elle la chef, mais moi, ben, c'est sûr que je l'acceptais. Je faisais des crises dans les magasins, par exemple, pour me défendre, là, parce que c'était mon seul moyen de défense, parce que c'est comme si je sentais que la société m'avait abandonné. Là. Puis aussi, j'ai connu aussi d'autres difficultés, c'est comme l'intimidation à l'école. Puis je me sentais comme seule contre tous. Fait que c'est sûr que j'étais comme plus pas en rébellion parce que je me rebellais pas contre les autres, c'était mon seul moyen de défense, tu sais. Comme en survie un peu. Ouais, j'étais en survie, ouais. Puis, est-ce que vous avez reçu de l'aide, toi puis ta mère?
suite à ce placement-là, est-ce qu'on vous a donné, par exemple, une référence au CLSC avec une travailleuse sociale? Ben, il y avait à l'école, je me rappelle, ça c'était au début des années 2000. À l'école, il y avait comme des éducateurs spécialisés. Des fois, la DPJ avait encore. J'ai eu ce suivi-là un peu jusqu'en 2003. Mais tu sais, c'est quand même souvent des intervenants. Fait que tu fais pas vraiment la différence si tu es la DPJ, si tu es l'école, mais c'est sûr que ça devait être ordonné par la DPJ pareil. Là. Puis là, tout ça, ça a duré là, avec ce climat-là, avec ta mère, jusqu'à tes 15 ans. Puis là, c'est est venu ton deuxième placement? Ouais, le deuxième placement, il est venu à cause de ça, mais c'est tout à fait un climat à peu près toxique ou violent ou quoi que ce soit. Puis, mettons, plus je grandissais, mais plus j'avais moins peur là, de ma mère. Plus je m'étais capable de me défendre, plus c'était pire. Puis ensuite, c'est comme elle était comme fatiguée de mon comportement parce que selon elle, c'est de ma faute. Fait que, tu sais, elle achetait plus de nourriture, dans le fond. Au début de l'adolescence, 2009, 2010, les conflits duraient éternellement. Fait que dans le fond, moi, j'avais pas d'autres moyens de me procurer des besoins essentiels, tout ça. Puis des fois, je partais comme chez des amis parce que j'étais plus capable. C'était comme c'était sans cesse. Ça, je pensais que j'allais perdre la tête pour de vrai. Là. Fait que le fait que la DPJ est rentrée dans le dossier pour ça, puis j'ai eu des problèmes un peu avec l'école. J'allais pas à l'école, j'avais des problèmes aussi d'intimidation encore. Aussi, j'ai eu un problème avec un voisin. Puis là, la DPJ est rentrée dans ma vie. Puis là, ça a pris du temps avant que ça se sache. Je savais que c'était un peu environnement toxique, mais pas qu'il n'y avait pas de nourriture. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que je suis retournée en famille d'accueil en octobre 2011. Fait que dans le fond, quand tu as été placé, ton deuxième placement, dans quelle ressource que tu es retourné? Dans une famille d'accueil? Oui, Non? dans une famille d'accueil, mais c'est une famille d'accueil d'adolescentes. On était juste des adolescentes à la fin de l'adolescence. Vous étiez combien? C'était-tu comme parce que moi, j'ai connu une ressource intermédiaire. C'est comme un foyer de groupe, mais en famille d'accueil, on était comme 12 filles. Vous autres, vous étiez combien dans ta famille d'accueil? On était 3 filles. Comme quand j'avais 4 ans. C'était une famille d'accueil, une maison, là. Ça s'est passé comment dans cette... Quand même correct, là. J'ai pas grand chose à dire. C'était quand même neutre, là. Tu sais, ça m'a permis de terminer mon secondaire, de travailler un peu, de me préparer pour mon autonomie, là. Puis t'avais-tu l'impression que, parce que tu mentionnais un peu plus tôt d'avoir beaucoup fait d'absence à l'école, tu sais, d'être parti souvent, est-ce que le fait d'être dans un milieu plus sécurisant, ça t'a redonné le goût d'aller à l'école? Ouais, parce que c'est quand même, c'était plus encadré. On manquait de rien là-bas, là. Fait que c'est sûr que c'était plus approprié. J'étais dans un autre quartier aussi. Moi, j'habitais au centre-ville de Québec. Puis la deuxième famille d'accueil, c'est dans le nord de Charlebourg. Fait que c'est sûr que je voyais moins les gens que j'avais pas le goût de côtoyer aussi. Fait que je me sentais ça a plus augmenté mon sentiment de sécurité là. Puis la relation avec les autres filles, tu disais vous étiez 3 au total, ça se passait comment? 3 filles. Quand même correct là. C'est sûr que entre adolescentes, c'est pas toujours facile, mais c'était pas difficile. Là. C'était pas chaotique là. C'était quand même correct là. La madame de famille d'accueil. Elle avait sa nièce qu'elle gardait. C'était la fille de son frère. Il y avait son chum, son conjoint. Mais lui, il n'était pas famille d'accueil. Il était pas rémunéré pour ça. Puis il y avait elle, il y avait une fille, puis il y avait moi. Puis en l'été 2013, presque un an et demi plus tard, il y a une autre fille qui a intégré aussi la domicile. Là. Mais c'était quand même, c'était pas catastrophique. C'est quand même assez tranquille. Là. C'était correct. Là. Puis le temps que tu étais en placement comme ça, est-ce que tu avais quand même des contacts avec ta mère? Non. Ni en 2000, puis ni entre 2011 puis 2013, non. Ça, c'était voulu de ta part ou... Ouais, plus, ouais. Mais lui, de 2000, j'avais pas vraiment de contact non plus avec ma mère, là, très peu, là. Puis comment tu prenais ça, justement, le fait de pas avoir de contact? Pour moi, c'était un soulagement, là. OK. Est-ce que tu as eu, tout le long de ton placement, as-tu eu accès à des services pour te soutenir selon tes besoins, que ce soit psychosociaux? Non, pas à ma connaissance. En 2000, c'était plus... pas vraiment, non. Même pas en 2000, pas vraiment. C'est sûr que les travailleurs, il y a tout le temps une travailleuse sociale attitrée au dossier de la famille d'accueil, puis chaque fille a son intervenante sociale. Mais j'avais pas de psychologue, de ergothérapeute, de psychiatre, je sais pas quoi, là, non, pas à ce point-là.
OK, parce que, tu sais, c'est ça, plutôt, tu mentionnais avoir eu, tu sais, ta mère a coupé de la nourriture, tu sais, fait que je sais pas si tu avais eu des séquelles physiques de ça, mais c'est sûr que si tu commençais à être maigre, il aurait fallu être vu par un médecin minimum. Fait que de ce que tu dis, t'as pas eu ça. Non. Non, mais OK. quand j'étais à la famille d'accueil, j'ai comme repris du poids, là. OK. OK, ça s'est fait rapidement. Il n'y a pas eu de. Non. Parce que je sais il y a des filles qui vont être tellement dénutries qu'ils peuvent avoir de l'arythmie cardiaque. Fait que Ouais, c'est ouch. pour ça que ça peut être quand même important d'avoir un bon suivi avec un médecin pour être sûr de ne pas garder de séquelles de ça. Mais bon, si tu dis que ça a passé vite, tant mieux. Ouais, Ouais, c'est du cas par cas, hein. Ça dépend des besoins aussi de l'enfant. Si toi, tu juges que tes besoins ils ont été répondus, c'est ça le ouais, plus important. Tu sais, il y a des enfants qui sont placés en famille d'accueil, puis on leur oblige de faire des plans d'intervention, alors que ces jeunes-là fonctionnent très bien, puis qui ont peut-être pas besoin de plan d'intervention, là. C'est les ouais, parents qui auraient besoin d'un plan d'intervention, des fois. Fait ouais. que, C'est à quel âge que tu es sortie de cette famille d'accueil-là, la deuxième? À 18 ans. 2 jours 18 après ans. mon 18e anniversaire. Puis comment ça s'est passé, ta transition à la vie adulte? Pour moi, ça s'est bien passé parce que j'avais eu un conjoint, fait que dans le fond, j'ai pu habiter chez lui, étudier. J'ai étudié en sciences humaines au début, puis je payais 120 $ par mois pour vivre, fait que c'était quand même correct. Je recevais des prêts et bourses, fait que c'était beaucoup. J'ai pu économiser des sous de mon prêt et bourse, puis en plus, la madame de famille d'accueil, elle avait économisé toutes mes allocations familiales, fait que quand j'ai eu 18 ans, elle me les a données. Ah, c'est nice, ça. Ouais, vraiment. C'est pour ça Vraiment que cool. ouais. puis t'as-tu justement reçu de l'aide autre de la part des gens autour de toi pour ton soutien à la Non, non, transition, tes pas meubles, vraiment. n'importe quoi? T'as Pas trouvé un vraiment. logement? Ah, Pas mais là, t'étais vraiment. avec ton conjoint, tu disais, fait que lui, il avait déjà tout ça. Ouais, lui, il avait déjà tout ça. Mais Ah, quand on OK. s'est séparés à 20 ans, je me suis séparée de lui. Tu sais, j'avais déjà économisé un peu, fait que j'étais allée déménager chez des amis à 20 ans, en 2016. J'ai terminé mon cégep, j'ai déménagé chez des amis en colocation. Puis ensuite, en août 2016, j'ai eu mon appartement. Puis, est-ce que tu penses que ta transition à la vie adulte aurait pu être améliorée avec, je sais pas, d'autres services qui t'auraient été peut-être Oui, utiles? OK? oui, oui, parce que, tu sais, même si on travaille fort, même si le jeune a vraiment le goût de s'en sortir, tu sais, quelqu'un qui part de la DPJ n'a pas le même bagage émotif, il n'y a pas le même bagage financier, il n'y a pas le même bagage, le réseau social n'est pas le même qu'une personne qui est, ont connu ses deux parents, là. Tu sais, il y a la volonté puis il y a la réalité, puis c'est deux choses différentes. Je pense qu'on devait faire au moins des appartements supervisés pour les 18 à 21 ans au moins, là. C'est, mettons, avec des éducateurs, des travailleurs sociaux, c'est des appartements supervisés à des prix modiques parce que, tu sais, tous les appartements pas chers, c'est des HLM. Les HLM, c'est juste les 55 ans et plus, c'est juste les personnes à faible revenu, c'est souvent les familles monoparentales, mais pas les personnes qui sont de la DPJ ou je veux dire, les adultes. C'est ça, il n'y a pas de ressources. Tu sais, il y a 10 ans, tu sais, tu sortais de famille d'accueil, puis si tu n'as pas fait des démarches, tu finissais dans la rue. T'avais-tu entendu parler à l'époque des auberges du cœur? Non. Ah non. OK. Non. Parce que ça, c'est comme des appartements supervisés, mais ça peut commencer. C'est à quel âge, Jess, que ça commence les auberges du cœur? Ben, il y en a une trentaine à travers le Québec. Là. Il y en a qui sont pour les mineurs, il y en a qui sont pour les majeurs. Donc, ça varie. Là. Je pense que c'est du 12 à 35 ans au total, leur Ah ouais. clientèle. Ah ouais. Oui, puis c'est ça, en fait, c'est des placements qui sont volontaires là-bas. Puis souvent, c'est un peu comme des foyers de groupe, là, pour les plus vieux, là, par exemple. Là, il y en a certains que c'est vraiment des chambres style studio individuelles. Il y en a même un nouveau là, qui a été construit à Laval, l'Envolée, avec des appartements. Parce que ça commence à quand même se déployer de plus en plus les services comme ça. Mais le 10 ans, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais il y avait la Mais, résidence Jacques-Cartier, c'était en Basse-Ville de Québec, coin Charest, Langelier, mais c'était une éducatrice spécialisée qui s'occupait de tout ça avec moi, là, quand elle m'a accompagnée là-bas. Mais elle me disait, ben, ils t'ont refusé parce que dans le fond, tu vas à l'école, fait que t'es sur la bonne voie de réussir. C'est fou pareil parce qu'il y a des ressources que, mettons, tu vas aller comme à la maison Stéphane Fallu, il faut que tu aies Mhm. un projet de vie. Faut que tu sois aux études, faut que tu sois d'un job, faut que tu sois en action.
Ouais, Si t'as mais pas ça, ils vont te refuser. Puis toi, tu dis que ce que tu as connu, c'était l'inverse. c'est l'inverse. Faut pas, T'avais un projet de vie, puis t'as été ils voulaient pas. refusé à cause de ça. C'est ça. C'est pas d'école. C'est comme, moi, ils m'ont refusé, parce que j'allais à l'école, ils ont dit, ben, t'es sur le bon chemin, fait que tu peux pas y aller. Il aurait fallu que ça soit le contraire un peu, là. Ben moi aussi, là, à Québec, à Lévis, plutôt, là, ça arrive sud de Québec, j'étais allée dans une ressource, mais c'est sûr que c'était un peu trop encadré pour moi, mais c'est un super beau modèle, là. Je pense que, tu sais, Mm. pour certaines personnes, ça répond à leurs besoins, mais moi, vu que j'étais plus autonome, je fonctionnais Mm. bien, ben ça répondait moins à mes besoins d'avoir des activités obligatoires sur je ne sais trop les impôts ou tu sais, j'étudie en adjointe administrative, j'ai un cours à l'école sur comment faire des impôts pour Mm. les autres. Fait que tu sais, j'ai peut-être pas besoin de cet atelier-là, par Ouais, exemple. c'est sûr. Ouais, c'est sûr, là, Fait que des fois, quand c'est imposé comme ça fonctionne moins bien, mais moi, j'avais aussi dit que ça correspondait pas. Là. Tu sais, j'avais tout mon trousseau et je pouvais même pas rentrer mon micro-ondes parce que l'appartement, il était tout meublé. Là. Tu sais, on avait notre petit lit simple. J'avais pas Mhm. le droit d'inviter mon copain en plus de ça. C'est pas normalisant pour un jeune Ouais, c'est ça. qui sort Mhm. en plus de placement, là. Puis on s'entend dessus qu'en placement, t'as des heures de rentrée quand même assez strictes, là. Puis En tout tu cas peux pour pas moi. inviter tes amis, n'importe qui à coucher non plus. Non, Puis des fois, non, tu non, peux non. pas aller découcher chez des amis comme tu veux aussi, là, à moins Non, que non, c'est ta ça. TS te l'ait autorisé, là. Ben moi, il accepte pas ça dans la famille avec laquelle que j'étais, mais j'ai travaillé de nuit pendant 4 mois au McDonald's Grande Allée Saint-Jean, puis ça, il tolérait. Mm. Puis ça t'a pas trop nuit dans tes études? Non, j'ai terminé mon secondaire à 17 ans quand même, là. OK. Puis sinon, y a-tu un intervenant, une travailleuse sociale ou quelqu'un dans ta famille d'accueil qui a eu un impact significatif sur toi? Ben, ils en ont quand même tout eu un impact significatif, mais je trouve pas que quelqu'un vraiment qui a... Tu sais, quand t'as 16, 17 ans, ben, me voyais pas, mettons, être très ami avec ma travailleuse sociale qui en avait 50, là, tu sais, quand elle me dit quelque chose qui me marque vraiment, là, tu sais, c'est peut-être la différence d'âge est un peu trop élevée, là, mais c'était une bonne travailleuse sociale, mais, tu sais, j'étais quand même jeune pour qu'on y ait des affinités, là. Mais c'était super bonne travailleuse sociale, là. Suite à ta sortie de placement, est-ce que tu as maintenu le lien avec ta mère ou est-ce que tu as essayé de le maintenir? Non, j'ai pas essayé de le maintenir, non. OK, toi, c'était catégorique, c'était hors de question, C'est c'était... ça. Ouais, OK. Ben, ouais. j'ai connu ça un peu avec mon père, mais moi, tu sais, j'ai essayé pendant un certain temps. Pas que j'étais dans le déni, mais avec la réflexion, tu sais, je réalise que j'essayais de faire semblant que rien ne s'était passé. Puis après ça, ben, à un moment donné, j'ai comme réalisé que ça marchait vraiment juste pas parce que mon père, lui, il était incapable de faire confiance aux autres, là. Ouais, ouais, Fait ouais. que, tu sais, c'est comme ça que le choix s'est comme imposé. Fait que j'imagine que tu as peut-être vécu quelque chose d'un peu similaire. Ouais, j'imagine. Ouais, sûrement, ouais, ouais. Mais par exemple, mon père biologique, je l'ai jamais connu. OK. Fait que je connais pas ça. À part la famille d'accueil que j'ai vu, c'est quoi un modèle père-mère, mais à part ça, j'ai pas. Non, OK. c'est ça. Mais est-ce que tes Oui. parents étaient mariés ou ils étaient séparés déjà depuis longtemps? Il était marié, il était en couple. Ben, en fait, ils se sont jamais mariés, mais ils étaient conjoints, concubinage. Ils vivaient Confortable. ensemble, là, c'est ça, depuis. Confortable. Tu sais, ils ont vécu, dans le fond, moi, ils se sont matchés ensemble 5 ans avant que je vienne au monde. Quand Puis même, hein? ils sont restés ensemble après pour le meilleur et pour le pire. Ouais, ouais, Beaucoup, ouais. beaucoup pour le pire. Oui. Ils sont encore ensemble aujourd'hui? Oh oui, ils sont encore ensemble. Puis sinon, je voulais savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es orienté dans les soins infirmiers puis dans Ben, le préposé aux bénéficiaires? en fait, ça m'a toujours intéressé. Fait que je sais pas, j'ai tout le temps voulu être infirmière. Même si des fois, quand j'entendais à l'adolescence que c'était difficile, on voyait que c'était comme sale, que c'était difficile, qu'il y avait plein de bactéries, puis que c'était difficile, les urgences sont débordées, il y a beaucoup de personnes âgées, beaucoup de malades, beaucoup de détresse. Puis au début, j'avais peut-être un peu peur, mais à un moment donné, plus au fil du temps, j'ai été en sciences humaines au cégep, après j'ai commencé à être un peu préposée, puis là, j'ai s'inscrit pour être infirmière, puis là, tu sais, tout mon parcours professionnel, ça fait en sorte que j'ai aimé plus ça. J'ai aussi vraiment vu là-dedans, puis tu sais,
maintenant, quand que je vois que le système de santé est difficile, c'est être en manque de personnel, en demande, puis toutes les difficultés qu'on entend par rapport à ça, je me dis, ben, tu sais, c'est comme si je sentais qu'ils m'appelaient, genre, de dire, regarde, ils ont besoin de toi, vas-y. Tu sais, me sauver, là, parce que c'est vraiment, tu sais, c'est pas toujours facile, là, pour de vrai, là. L'impression que ça me donne, la manière que tu en parles, c'est comme si tu étais un petit peu attiré par le chaos. Ça se peut, oui. J'ai l'impression aussi que, tu sais, moi aussi, je suis comme ça. C'est pour ça que j'étais capable un peu de le concevoir, tu sais. Mais on dirait que quand on vit dans des milieux qui sont super hostiles, puis moi, j'ai été habitée beaucoup par la rage de comprendre, puis c'est ça qui m'a orientée vers les sciences humaines. Mais tu sais, on dirait que moi aussi, il y a une partie de moi que je suis encore attirée par le chaos, même si ça a été très souffrant, très pénible à plusieurs niveaux, tu sais. Ouais, c'est vrai, on dirait que c'est comme si même si on essaie de se sauver du chaos, il nous revient tout le temps, là. Mais je pense que c'est une partie des qualités qu'on a développées pour survivre à notre milieu. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça fait partie de nous. Fait je pourrais jamais les effacer. Ça serait comme effacer une partie de qui je suis. Mais je pense que je peux juste l'utiliser à bon escient dans un milieu, dans un travail difficile comme la santé. Tu sais, c'est du chaos avec la douceur en même temps. Ça prend beaucoup de douceur aussi, là. Beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension. Si on voit des personnes qu'on penserait jamais voir dans notre vie de tous les jours, il y a beaucoup de personnes que, tu sais, même moi qui ai vécu beaucoup de choses difficiles, ça me touche vraiment beaucoup de les voir. Il faut des gens pour s'en occuper de ces gens-là. Ça prend ça. Ça prend des personnes assez fortes, mais assez douces, parce qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension aussi. Tu vois, moi, c'est la phrase que j'aime beaucoup dire quand j'ai des conflits avec ma mère, avec mes proches, c'est ça, c'est j'ai besoin de douceur. Je ramène le monde avec cette phrase-là. Parce qu'on dirait que c'est ça qui se perd dans le chaos, dans les conflits. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est essentiel, tu sais, comme juste aujourd'hui, là, mon chat, fallait que j'aille au vétérinaire, là, puis ils ont tout de suite compris, tu sais, ils ont tout de suite adopté une approche de full doux avec mon chat, puis tout, puis avec moi, puis j'étais comme, wow, ça c'est parfait, c'est ça qu'il me faut. Ouais, faut vraiment la chercher parce qu'on dirait que, tu sais, faut pas oublier qu'il faut se mettre à la place de l'autre, puis il faut se dire que l'autre, ça pourrait être toi. Je pense à ça. Des fois, on a des modèles ou des gens qu'on a dans notre vie qui nous inspirent, puis qui ils nous génèrent comme une graine en nous qui sème, puis qu'après, qui se développe au fil des ans. Je me demandais, est-ce que toi, dans ta vie, tu as une infirmière que tu as croisée qui a fait une différence, puis qui t'a donné le goût d'aller... Je sais pas. Mais des fois, je regardais la télévision, puis j'avais tout le temps eu le goût en guillemets, réussir sa vie, là. Tu sais, je regardais des gens à la télévision qui avaient des bons jobs, tu sais, qui étaient mariés, qui réussissaient bien leur vie, puis que je me suis dit, moi aussi, puis même quand j'étais plus jeune, même aujourd'hui, tu sais, des fois, je regarde des personnes, je me dis, ben oui, je peux réussir. Tu sais, quand des fois, on a vécu des choses difficiles, bon, nos réalités sociales et environnementales sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui a les mêmes chances de s'en sortir. Mais je me dis une chose, à ce temps, rendu à l'âge que je suis, ben, j'ai le droit au même bonheur, aux mêmes chances que les autres, là. C'est pas me dire, OK, la personne, elle a eu une belle voiture, elle peut l'avoir, mais pas moi. Non, moi aussi, je peux l'avoir. Puis je le mérite. Je le mérite de l'avoir. Je mérite d'être heureuse. Puis je mérite d'être confortable aussi, là. Mais tu as travaillé aussi pour l'avoir, puis ça, c'est tout à ton honneur parce que c'est beaucoup de travail, tu sais, le parcours académique, quand tu vis des situations qui sont pas faciles, de persévérer puis de réussir, ça, c'est tout à ton honneur, puis personne ne peut te l'enlever, ça. Ouais, merci, ça me touche vraiment dans le cœur. Ça s'est passé comment pour toi, justement, le cégep? Est-ce que tu as pu avoir des belles relations sociales puis t'épanouir dans ce milieu-là? Quand je suis allée au cégep la première fois en 2014, c'est là que j'ai vraiment aimé ça, aller à l'école. Ou fin du secondaire aussi, là, j'aimais ça. C'est différent le cégep, c'est plus autonome. On est plus incognito. C'est pas tout le monde qui connaisse ta vie, c'est pas tout le monde qui te connaisse. J'ai vraiment aimé ça, les professeurs sont trippants. J'étais au cégep Limoilou depuis 2014. C'est sûr que j'ai lâché, des fois je lâchais, je revenais, là, ou j'avais terminé le programme, puis je revenais plus tard. Mais c'est vraiment, tu sais, j'étais encore au cégep Limoilou en 2023, puis il me reste jusqu'en 2024. C'est vraiment un beau programme, là. C'est des beaux programmes qu'ils offrent, puis c'est des belles dynamiques. C'est vraiment le meilleur cégep, là. C'est le cégep Limoilou, Campus Québec à Québec. Puis c'est quoi les valeurs qui t'ont guidé pendant tout ton parcours?
moi, je dirais la persévérance. Puis ça me rappelle quand j'avais 17 ans, je disais à l'éducatrice qui s'occupait de moi pour le volet autonomie, je disais, si je le fais pas, ben personne ne va le faire à ma place. Fait que t'as appris à te débrouiller, mais à aller chercher l'aide que tu avais besoin aussi quand tu n'avais besoin. Puis quand tu parles de la madame qui t'aidait pour ton autonomie, est-ce que tu fais allusion au programme PQJ? Ça te dit quelque chose, ça, PQJ? Peut-être, je sais pas si ça existait en 2013. Qualification jeunesse. Ouais, c'est ça, je me demandais moi aussi. À cette époque-là, ça a commencé. Ça se peut que c'est ça. Ça se peut que c'est ça. Il fallait faire la demande autour de 15-16 ans, puis on avait un soutien jusqu'à 19 ans à l'époque. Là. Maintenant, il a été bonifié. Hein. Ah, moi, c'était vraiment... J'ai fait ma demande à la fin de mes 17 ans. Ça a été jusqu'à un mois après mes 18 ans. Là. OK. Je sais pas si c'est exactement le même programme, mais elle travaillait quoi exactement avec toi? Ben, elle me montrait comme, gérer mes comptes, où est-ce que je pouvais aller. Des fois, elle venait me voir quand j'avais 18 ans à mon appart avec mon conjoint. Il fallait quand même que je le fasse par moi-même. Là. Elle allait pas me prendre la main et aller visiter le logement avec moi. Là. Pas à ce point-là. Là. Est-ce que tu penses que des fois, tu aurais aimé ça avoir plus d'accompagnement? Peut-être pas plus d'accompagnement, mais plus de ressources, là, comme des appartements supervisés. Ça, là, ça va vraiment aider. Des appartements supervisés. Puis, il y a beaucoup d'aide pour les personnes âgées, ça, c'est correct. Il y a beaucoup d'aide pour les mères monoparentales, qui, pour moi, selon moi, avoir des enfants, c'est un choix. Là. Et il y a beaucoup d'aide pour d'autres personnes. Mais pour les jeunes, la DPJ, il n'y en a pas. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'itinérance aujourd'hui, un peu à cause de ça. Quelqu'un qui n'a pas la boîte à outils physique, psychologique, sociale, émotionnelle, il va sortir de la famille accueil, il va se ramasser dans la rue, là. Ou faire du couchsurfing, là. Ça, c'est une roue sans fin, puis tu t'en sors pas facilement, là. J'ai eu la chance d'avoir un job, là, mais, tu sais, quand même, même de l'itinérance cachée. Moi, j'ai vécu ça, moi. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas vraiment lieu d'être parce que, il n'y a pas assez de ressources pour les jeunes. Ça, c'est vrai qu'il y en a pas assez. Je sais pas si aujourd'hui c'est comme ça, mais à l'époque, il n'y en avait pas, là. Bon. Ça dépend vraiment des régions. C'est plus ça. Puis il y a des places limitées, des critères d'accessibilité. Il y a, comme on disait, les auberges du cœur. Il y a différentes ressources qui se développent, comme la maison de Stéphane Fallu. Mais tu sais, c'est ça, il manque de ressources. Il y a les programmes de soutien au logement qui ont été développés aussi, qui donnent des suppléments pour payer ton locataire. Il faut quand même, avec la pénurie de logements, trouver le propriétaire qui va avoir un loyer à un prix qui est abordable. C'est ça, il y a plein d'enjeux, mais effectivement, tu as raison qu'il y en a pas assez. Moi, ça me rappelle, j'ai fait une ressource pendant 2 ans qui s'appelle Tremplin 1630, où c'était des appartements supervisés pour les jeunes de 16 à 30 ans. Mais tu vois, ça, je l'ai connu par hasard parce que je chattais avec un gars de Sherbrooke, puis c'est lui qui m'a orienté vers cette ressource-là. Là. Si j'aurais pas parlé à lui, qui était un étudiant en psychologie, j'aurais probablement jamais su que cette ressource-là elle existait. Mais en plus, c'était à Sherbrooke. J'avais fait un gros déménagement, moi, pour avoir cette ressource-là. Puis, je trouve aussi qu'ils devaient mettre plus de ressources parce que, les personnes, qui sont de famille d'accueil, ils vont se mettre dans des situations nécessairement qui n'ont pas le goût d'être. Puis, quand tu as 17, 18 ans, 20 ans, t'as pas les moyens sociaux dans le sens que, tu connais moins d'adultes aussi, C'est pas comme aujourd'hui, j'ai 27 ans, je connais plus d'adultes, tu connais moins d'adultes. Le monde de ton réseau social est plus jeune, c'est pas pareil. Puis, des fois, mettons une personne avant d'endurer quelqu'un, une job, avant d'endurer un appartement, des colocataires, ou un chum blonde qu'elle n'a pas nécessairement envie d'être avec, ou elle va faire des choses. Mettons, exemple, moi, j'avais 18 ans, je me marie avec un gars de 25 ans parce que je sais qu'il a une bonne job, mais je l'aime pas vraiment, mais juste pour avoir une sécurité financière. T'as moins de liberté d'agir. Ça crée un fossé dans les inégalités sociales. Là, la roue de l'itinérance, c'est une roue sans fin, c'est difficile de s'en sortir. Moi, c'est exactement ça que j'ai vécu, là, dans le sens que quand j'étais arrivée à ma majorité, je me suis magasiné un chum sur Internet. Puis j'ai été vivre avec assez rapidement. Puis j'avais déjà du stress post-traumatique, fait que ça l'a juste augmenté parce que on s'aimait pas pantoute. On est restés ensemble pendant 2 ans juste pour que je sois capable de faire un traitement. Fait que pour faire ce traitement-là, je suis restée avec lui 2 ans, mais pendant tout ce temps-là, j'ai revécu un peu une violence similaire à ce que j'avais vécu avec mon père, mais moins pire
Fait que, tu sais, j'étais comme plus capable de tolérer ça, mais ça a quand même augmenté mon stress post-traumatique, tu sais. Fait que c'est toutes des choses que, quand on est jeune, on les sait pas, hein, ces choses-là. Ouais, Puis puis nous, souvent, on nous les dit pas. c'est ça, tu sais. On ne les dit pas. Souvent, on est comme un peu laissé à nous-mêmes. Là. On pense qu'on oublie souvent les enfants de DPJ quand ils sont 18 ans. Là, on les oublie. La société les oublie beaucoup. Puis, quand même, il y a beaucoup de monde qui sont pas oubliés. C'est comme exemple, les politiciens, ils font des millions, mais eux, ils ont les moyens, puis on les oublie pas. Puis, il y a beaucoup de monde qu'on n'oublie pas, puis il y a beaucoup de monde qu'on oublie aussi. Puis ils justifient leurs gains qu'ils font de par leur position sociale. C'est ça aussi qui est aberrant. Moi, je le mérite parce que je me suis rendue là jusqu'à dans l'échelle sociale, tu sais. Fait que c'est ça qui est plate, là. C'est comme souvent les personnes qui sont très hautes dans la hiérarchie sociale, parce que c'est une naissance, là. C'est comme tes parents étaient déjà là puis te l'ont donné. Exemple, entre moi et quelqu'un qui a une hiérarchie sociale vraiment élevée, qui a plus de chance, moi ou une de vous deux, qui a plus de chance de devenir premier ministre du Québec, là, ou le fils d'un des ministres, tu sais, pour pas se mettre la tête dans le sable, là. C'est clair. Il y a du monde qui ont plus les moyens sociaux, là. Il faut une volonté de faire, mais pareil, comme je dis, la volonté, elle suffit pas, là. Puis tu sais, le pire, c'est que aux États-Unis, c'est encore pire que chez nous. Tu sais, la semaine passée, on avait un invité justement avec qui on parlait de ça parce que lui, il y avait un de ses parents qui était originaire des États-Unis. Puis on est quand même chanceux, on a quand même pas pire de mobilité sociale. Tu sais, on a accès à l'éducation, puis avec ça, il y a moyen de se propulser vers le haut. Mais ça prend quand même, tu sais, moi, ça m'a pris beaucoup de suivi psychologique, un bon 3 ans de thérapie facile pour être capable de m'orienter après, puis de prendre mon envol, là, si je pourrais dire ça comme ça, puis d'être stable physiquement, mentalement, financièrement. C'est quelque chose qu'on doit beaucoup travailler quand on sort de la DPJ, puis même avant de sortir de la DPJ, puis en ce moment, le système est surchargé, fait que c'est vraiment difficile d'avoir des services. C'est difficile, mais parce que les gens ont ignoré la cause vraiment longtemps. C'était pas une priorité. Je pense que c'est un peu... Notre lutte n'est pas finie. Peut-être que moi, je me dis personnellement, je devrais parler puis pour qu'on se mobilise pour que la génération suivante n'ait pas vivre ça. Si notre souffrance peut servir à aider les autres, pourquoi pas? Ouais, puis je pense qu'en parlant, ça met un baume là-dessus. Je pense qu'on va... Moi, personnellement, les souffrances ou les choses que j'ai vécues, la plupart, j'ai fait la paix avec ça, mais une certaine partie de moi qui va m'habiter jusqu'à la fin de mes jours, là. C'est sûr. Puis, tu sais, quand tu dis de se rassembler, c'est aussi justement en se rassemblant, puis en étant nombreux, ben, qu'on peut mieux comprendre aussi tout ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment plusieurs enjeux selon les régions, selon d'où on vient, selon justement les privilèges qu'on a eus ou pas. Les chances sont vraiment pas égales partout, donc c'est important qu'on puisse échanger entre nous, puis de faire du sens sur ce qu'on a vécu pour améliorer pour nos générations futures. C'est vraiment inspirant ce que tu dis, puis c'est sûr que ça fait beaucoup écho parce que c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible avec le collectif des Explacés aussi, en se mobilisant sur différents projets. Donc, faire avancer la recherche, faire avancer la formation des intervenants, travailler nous aussi comme intervenants, père aidant, puis d'avoir des groupes d'entraide. Je pense que c'est important qu'on puisse échanger sur ça. Ouais. Il y a aussi une partie du stress post-traumatique qui peut être résolu, amélioré avec la parole. C'est-à-dire que, à force de s'écouter raconter notre histoire, s'enregistrer sur un magnétophone, raconter les choses difficiles, puis se réécouter par la suite, on se désensibilise aux événements. Puis on devient capable d'améliorer notre récit personnel. Fait que ça commence à être de plus en plus documenté, mais dans le traitement du stress post-traumatique, de se raconter à répétition les événements, ça aide à désensibiliser beaucoup de gens. Ça peut être fait aussi sur des feuilles de papier où est-ce que tu écris ton histoire à la main, par exemple, là, pas sur un cellulaire, à répétition. Puis à un moment donné, c'est des approches, je pense, avec la thérapie cognitivo-comportementale.
Moi, personnellement, j'ai l'impression de faire ça avec le balado parce que oui, j'écoute vos histoires, mais des fois, il y a des choses que vous racontez qui me permettent un peu de raconter qu'est-ce que moi j'ai Mhm. vécu sans m'en faire trop d'un coup. Puis, tu sais, Mhm. je veux pas de me réécouter après, tu sais, ça me permet de constater que oui, il y a une certaine désensibilisation qui se fait d'épisode en épisode, d'année en année. Tu sais, si je réécoute, un moment donné, on avait fait un épisode d'introduction où ce que moi puis Jessica, on racontait nos histoires, tu sais. Quand je parlais de ce que je vivais avec mon père, là, vraiment, on pouvait sentir le stress dans ma voix Mhm. qui m'envahissait. Mais ça, cette réaction-là, elle a beaucoup diminué. Tu sais, je suis capable de parler des choses puis de trouver des mots qui sont pas trop chargés, des mots qui sont plus neutres. Fait qu'à plus long terme, en tout cas, moi, j'ai vraiment vu une évolution. Tu sais, c'est notre deuxième année là, qu'on fait ça. Tu sais. Fait que moi, je vois de l'espoir aussi là-dedans que ça puisse servir de modèle pour les jeunes qui veulent essayer des choses. Mhm. Ouais, ah wow, wow, c'est vraiment beau là. Toi, justement, je me demandais dans ta pratique professionnelle ou juste dans ta vie de tous les jours, est-ce que c'est quelque chose que tu divulgues, le fait d'avoir été un enfant qui a passé par la protection de la jeunesse? Est-ce que c'est... Non, pas dans mon milieu professionnel, ça je le dis pas. C'est plus personnel quand même, parce que c'est plus, on est plus des collègues, mais avec des amis, non, je m'en cache pas vraiment. Là. Je dis pas tout, parce que c'est quand même, je dis pas c'est comme dire où est-ce que j'habite, là, je le dis pas, là, je donne pas mon Ah ouais, adresse on a précise. tous droit à notre jardin secret, comme on Ouais, peut dire. ouais. Mais c'est pas quelque chose que tu portes comme une honte ou un stigma nécessairement. Est-ce que tu as Non, déjà eu des expériences de stigmatisation en lien avec ça? Là? ben, c'est, mettons, les choix de vie que tu vas faire en étant adulte pour survivre, que c'est là que tu vas avoir un stigma. C'est sûr, pour l'instant, je peux pas, j'ai jamais rien fait d'illégal dans la vie, là. C'est sûr que j'en parlerai pas pour le moment parce que j'ai pas terminé mes études, là. Peut-être plus, quand j'aurai terminé, je vais être plus dans une meilleure position sociale pour le dire aussi. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, tous les moyens sont bons pour survivre. Puis, c'est là que c'est là que tu reçois la stigmatisation. Mais tu sais, moi, j'ai toujours eu la mentalité comme, si tu me juges pour qu'est-ce que je fais dans la vie, ben, tu sais, mets-toi dans mes souliers. Puis après, si tu es capable de faire mieux que moi, ben, vas-y, tu sais. C'est en pensant comme ça, puis en parlant comme ça à certaines personnes, que tu n'attires pas toujours des amis. C'est sûr. Puis, tu sais, le monde a de la misère avec ça, ne pas juger, malheureusement. C'est ça, le monde, ils jugent quand ils sont confortables, mais quand ils sont inconfortables, ils jugent pas. Mais tu sais, je pense qu'effectivement, quand on est des jeunes de la DPJ, des fois, quand on est adulte, ça peut nous emmener des obstacles, là, tu sais, comme faire des choix. On a besoin d'argent pour subvenir à nos besoins, puis ben, des fois, on prend des décisions, puis c'est pas ce à quoi la société pourrait s'attendre, si on peut dire ça comme ça, puis qui est pour dire ça, puis qui est pour juger de ça, si nous, on est bien là-dedans, puis que C'est c'est ça ça. qu'on a décidé, puis c'est ça qu'on voulait, tu sais. Après, je me dis toujours aussi, est-ce qu'on aurait pu faire plus pour soutenir? Est-ce qu'on aurait pu faire plus ou c'est le chemin qu'on avait à passer pour y en arriver, tu sais, moi, j'en parle pas souvent, mais tu sais, ça m'est arrivé de vendre du cannabis à mes amis puis à mes proches pour subvenir à mes besoins, à moi C'est puis ça, puis c'est à mes enfants, puis ça arrondissait les fins de mois parce que j'étais aux études, puis tu sais, c'est pas un moyen qui est légal, puis on pourrait me juger, puis tu sais, il y en a qui pourraient avoir la DPJ d'imparage à cause de ça, puis ben mais en même temps, tu sais, si tu mets pas de beurre puis de pain sur la table, la DPJ va venir aussi. C'est ça, mais c'est tu sais, en même exactement de temps, moi, raison. ça me ramène que si on arrive à faire un comportement, chaque comportement a pour objectif de répondre à un besoin. Fait que c'est Mhm. important de voir le besoin qui est sous-jacent à un C'est comportement, vrai. tu sais. Faut essayer de comprendre, puis c'est toujours ça qu'on Mhm. martèle puis qu'on dit, essayer de comprendre c'est quoi qui est en dessous des comportements, pourquoi un jeune réagit comme ça. Puis tu sais, ce qui ressort beaucoup de ce que tu dis, c'est la notion d'accessibilité qui est complètement occultée dans ce raisonnement-là. C'est-à-dire que c'est la personne, tu sais, comme quand tu parlais que tu vendais de la drogue, à ce moment-là, c'était ça qui était le plus accessible pour toi. Puis ça a été influencé par tout le contexte, par tout ce que tu as vécu avant. Mais tu sais, il y a beaucoup d'intervenants qui vont oublier ça, puis qui vont condamner facilement parce qu'ils n'ont pas cette notion-là d'accessibilité.
Je pense aussi que c'est dur de comprendre ce que tu n'as pas vécu, là. Mhm. Ce que les intervenants ils apprennent à l'école, c'est une chose, puis ce que tu as vécu, c'est un autre. Exemple, si mettons à l'école, on apprend le cancer. Exemple, les notions sur le cancer. Je peux bien beau les lire, les notions sur le cancer, puis avoir des stages. Mais j'ai jamais eu le cancer, puis j'ai jamais vu un proche de ma famille qui a le cancer ou un ami qui a le cancer. Mais la personne, oui, j'ai eu des souffrances dans ma vie, des échecs, des obstacles, ou des joies, puis des peines, ou des moments de fou rire. Mais tu sais, je connais pas ça, le cancer. Fait que la personne, je peux pas la juger, je peux pas la comprendre. Je peux pas dire, oui, mettons, la personne a le mal à 10 sur 10. Puis moi, je dis, mais non, t'as mal à 5 sur 10. Je l'ai appris à l'école. Non, c'est pas ça. Puis, ce qui ressort souvent dans ce genre de situation-là, en tout cas, moi, je l'ai vécu quand même assez souvent, c'est que le médecin va te donner un traitement. Puis là, après ça, il va se fâcher si tu ne suis pas le traitement proposé. Mais il y a des informations qui manquent à sa connaissance qui ont fait en sorte que j'ai pas suivi ce traitement-là, que j'ai essayé d'autres choses. Dans mon cas, j'ai plein de comorbidités. J'ai fait le décompte l'autre fois, j'ai comme 16 diagnostics. Puis avec 9 médicaments par jour, fait que veux pas, les interactions, les effets secondaires, puis les conditions médicales s'additionnent, fait que ça devient difficile de juger, tu sais, comme juste par exemple mon estomac, réduire l'acidité de mon estomac. Ben moi, je fais de la gastroparésie. Fait que le médicament qu'on donne d'habitude, des pompes proton inhibiteurs en anglais. Inhibiteur à pompe à proton, ouais. Ouais, c'est ça. Ben moi, ça fonctionne pas avec moi parce que mon estomac, il est jamais vide. Fait que dans mon cas, c'est du pepside qui est plus efficace. J'ai déjà eu un médecin qui était comme pas d'accord. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'il savait pas que je faisais de la gastroparésie, parce que c'était pas lui mon gastro-entérologue. Fait que tu sais, c'est toute cette notion-là de travailler en vase clos, puis de ne pas avoir toute l'information nécessaire, tu sais. Je veux dire, le patient qui est en aventure, l'enfant qui est placé, c'est quand même une des meilleures personnes à qui tu peux aller chercher de l'information. Puis souvent, on manque de temps, fait qu'on pose pas assez de questions, fait que les situations sont complexes. Ah, Maggie, toujours l'importance des savoirs expérientiels. Maggie est patiente partenaire aussi dans le projet, donc c'est vraiment important, justement, comme tu dis, quand on l'a pas vécu, on peut pas pleinement le comprendre, on peut avoir une connaissance théorique de la chose, mais l'expérientiel est quand même le socle de n'importe quelle science qui est important. Donc, si toi, tu pouvais changer 3 choses dans le système de la santé ou dans le système de la DPJ, probablement, quoi? Le système de la DPJ, de ce que j'ai connu, premièrement, c'est comme essayer de plus écouter le jeune, parce que vous travaillez pour le jeune, c'est pour la protection de l'enfance. C'est pas pour la protection des adultes, là. C'est comme, si le jeune, il dit quelque chose de suspect, vous investigue, là. Je pense pas que c'est dans sa tête, là. Parce que, il y a beaucoup d'autres histoires que j'ai entendues, pas juste la mienne, que, où il faut écouter, là. Si le jeune, son dossier sur ton bureau, c'est pas parce que ça va bien chez lui. C'est pas vrai qu'il ment et qu'il s'imagine des choses, là. Non, il y a une raison, là. Si c'est pas la personne, en plus, qui a appelé la DPJ, c'est comme moi les 2 fois. En 2000 puis en 2011, c'est pas moi qui appelle la DPJ, il l'a appelé, hey, allô, comment ça va? Non, il faut aller investiguer puis pas nécessairement croire une personne qui est en position d'autorité, que ce soit un parent ou un professeur, n'importe quoi. Il faut vraiment croire plus le jeune. C'est au niveau de la DPJ. Il y a beaucoup de choses aussi que je connais pas, puis il faut vraiment, je pense qu'il devait investiguer plus, mettre plus de temps, plus d'énergie. Parce que on met pas de temps ou d'énergie, on va leur mettre plus tard. Si la personne, elle a 18 ans, 21 ans, elle sort de famille d'accueil, puis elle est post-traumatique, puis elle fait des mauvais coups, c'est plus de coûts judiciaires, plus de coûts sociaux, plus de coûts de tout. Fait que ça revient au même. Si tu ne dépenses pas maintenant, tu vas leur dépenser plus tard. C'est vraiment plus la DPJ, plus être à l'écoute des jeunes, de leurs besoins, vraiment mettre l'enfant au cœur des décisions de la DPJ. Pas des divorces, pas à cause du père ou de la mère. C'est vraiment à la cause de l'enfant, parce que c'est l'enfant qui écope au final, puis cet enfant-là devient un adulte, puis ça fait des dégâts. On va leur payer ou plus tard. Puis, mieux vaut investir maintenant, mieux vaut corriger maintenant que plus tard. Ça, c'est plus pour la DPJ. Ce qui concerne le système de santé, 2 choses l'une. La première, il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent faire ça quand même. C'est quand même une job qui est stressante, qui est chaotique, qu'il faut avoir une certaine agressivité, mais dans la douceur. C'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde. Puis, même moi, j'ai pas terminé mes études. Fait que quand j'aurai terminé mes études, c'est là que je serai plus placée pour en parler. Je pense vraiment qu'il faut engager plus de personnel puis faire la promotion de tout ça.
il faut, comment dire ça, donner les meilleures conditions de travail. C'est quand même, c'est comme j'ai lu sur mon fil d'actualité, parce que je lis pas le journal, qu'ils voulaient augmenter de 14% le salaire des hauts fonctionnaires au gouvernement, mais diminuer de 14% le salaire des infirmières au centre antipoison. Est-ce que les infirmières, c'est des employés de seconde zone? C'est pas normal, là. C'est des gens qui soignent les gens. Là. Tu vas à l'hôpital, que tu sois quelqu'un qui est au plus bas de l'échelle de la société ou que le plus haut de l'échelle de la société, tu vas voir une infirmière. C'est que ça n'a pas de bon sens. Là. C'est comme... Moi, je suis pas quelqu'un qui croit au complot, mais j'ai quand même le doute que ça fait plusieurs années que j'entends parler que dans le temps, c'était Charest qui était au gouvernement, qui avait beaucoup de lobbying pour faire rentrer le privé. Toi, est-ce que tu y crois au privé? Ben, personnellement, moi, je crois pas vraiment au privé parce que tout est gouvernemental. Tout l'argent sort de la poche du même papa, là. Il y a des gens qui disent que si on fait rentrer le privé, ça va induire de la concurrence, puis ça va obliger le public à augmenter leur efficacité puis diminuer leur prix. J'ai de la misère aussi à croire ça. J'ai de la misère que les gens dans le privé veulent pas faire de profit puis qu'ils offriront pas des services plus chers. Ben, c'est les fournitures dans les hôpitaux, que ce soit un CHSLD privé ou un CHSLD public, les fournitures sont les mêmes. C'est le même fournisseur. Fait que si c'est le même fournisseur, c'est souvent, mettons, une assiette dans un CHSLD privé, c'est la même assiette qu'au CHSLD public ou dans un hôpital. C'est la même assiette, là. Mais ce qu'ils disent, ce serait moins de paperasse à remplir pour avoir la même assiette. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. C'était juste pour affirmer certaines choses qui sont pas vraiment réelles parce que, tu sais, tout est gouvernemental. C'est le Québec, c'est une province social-démocrate, fait que il y a beaucoup de choses qui sont gouvernementales quand même, là. Ça va jamais vraiment changer, là. Il y a peut-être à part des soins esthétiques, tu sais, se refaire faire une nouvelle poitrine, ça coûte 10 000 $. Mais une chambre à l'hôpital, ça coûte 1 000 $ par jour. Ben, 1 000 $, là, il faut payer. Tu sais, les études, on le voit des fois, si t'as pas la carte RAMQ, c'est 10 000 $, mettons, à l'hôpital. Mais tu sais, ça, c'est le vrai prix que ça coûte. C'est comme aller se faire des nouveaux seins, ça coûte 10 000 $. Il n'y a jamais personne qui va payer 10 000 $. Puis même si ça arriverait, le monde se prendrait des assurances, fait que ça engorgerait les assurances. Le gouvernement, il aura toujours son mot à dire. Puis le gouvernement, il faudrait toujours les payer. Mettons, c'est comme les édifices, c'est gouvernemental, les hôpitaux. Les gens qui prennent des décisions, c'est le gouvernement. Les établissements d'enseignement, on appelle ça des systèmes paragouvernementaux. Tu sais, mettons, exemple, aujourd'hui, en 2023, ma session, je l'ai payée 260 à peu près, 260 $. Mais tu sais, une session cégep pour 4 mois, c'est pas 260 $, là. Ça coûte pas mal plus que ça. C'est comme les CHSLD privés ou publics. La différence, c'est qu'un CHSLD privé, ça appartient à une personne. Puis la personne, elle s'en met dans les poches. Elle est subventionnée. C'est comme les écoles privées, c'est subventionné par le gouvernement. Fait que c'est toujours gouvernemental. Fait que c'est toujours la poche de tout le monde. C'est peut-être pour dire qu'ils veulent désengorger le système de la santé, mais tu sais, moi, personnellement, je pense que la seule façon de le désengorger, c'est en engageant plus de monde, puis en faisant une promotion de la santé. Puis plus il va y avoir de monde, moins ça va être engorgé. Moins il va y avoir de monde, plus ça va être engorgé. Que ce soit privé, public, c'est pas l'argent qui manque, c'est des bras. Oui, extrêmement d'accord avec toi. Puis, tu sais, je veux dire, aller chercher des bras dans le privé via des agences de placement, c'est pas tout le temps la solution parce que il y a beaucoup de gens qui sont attirés vers les agences de placement parce qu'ils se disent qu'ils ont des conditions meilleures, ils peuvent avoir souvent une meilleure gestion de leur horaire, ce qui est pas tout le temps vrai, en fait. Puis souvent, ils ont des moins bonnes conditions à plus long terme au niveau des régimes et tout collectif. Moi, je trouve que c'est un désengagement du gouvernement de pas ouvrir des postes de la fonction publique, justement, pour permettre à ces gens-là de rentrer. On le voit beaucoup avec les psychologues, hein, aussi, parce que les conditions de travail sont pas faciles au public. Les gens s'en vont vers le privé. Puis ça finit juste par nous coûter encore plus cher aux contribuables parce qu'on va payer les agences de placement 2 fois plus cher que si on engageait directement la ressource. Fait que c'est complètement pathétique. Moi, je comprends. Je comprends, mais je vais rajouter un point que c'est ce que dans le fond, moi j'étais en agence 3 ans, puis c'est pour ça que je dis que ça vient du même papa, l'argent. Exemple, une agence de placement, moi j'étais préposée aux bénéficiaires, j'étais payé 28 $ de l'heure, OK?
mais une personne elle va en gagner peut-être 22 de l'heure si elle est engagée par le gouvernement. Que ce soit une agence, que ce soit un établissement de santé privé ou public, ils payent le même prix, dans le fond. Un employé qui fait partie de la maison je vais dire la maison d'enseignement. C'est que le gouvernement, lui, exemple, il va te payer à 22 piastres, comme tu dis, mais il va te donner des conditions. Souvent, il va te donner des vacances, puis selon ton statut, si tu es à temps plein ou à temps partiel. Oui, mais c'est que quand tu es dans une agence, tu n'as pas accès à ces syndicats-là. T'as beaucoup moins de protection, t'as beaucoup moins de services, t'as beaucoup moins de couverture. Et en plus de ça, c'est que ça coûte 2 fois plus cher au gouvernement parce que ton agence de placement qui te donne 28 piastres à toi, là, elle va facturer au gouvernement là, genre 45 piastres, 50 piastres. Si c'est pas plus. Parce que moi, j'étais dans des agences de placement à Caisse de Desjardins, puis c'est vraiment de plus en plus répandu qu'on va utiliser les agences de placement, mais ça coûte plus cher parce qu'il y a toute une équipe qui s'occupe aussi du placement puis de la gestion des ressources humaines derrière ça. Fait que c'est un service de ressources humaines qui paye pour avoir des employés. Fait que c'est ça. Puis après ça, elle arrive à faire de la gestion d'horaire quand tu dois gérer des gens de l'interne plus des gens de l'externe. Ça devient... Oui, c'est sûr. Tu sais, exemple, une agence de placement, exemple, moi, je gagnais 28 de l'heure. Puis, quand c'est une agence, dans une société privée, pas mon agence. Les conditions de travail étaient comme plus exigeantes, comme les travaux, au lieu de les faire seuls, au lieu de les faire à 2, 3, on les fait tout seul. Exemple, si moi, je me blesse, OK, la société privée, on n'a pas à payer mon agence pour que je me blesse. Si je tombe enceinte, ils ne paieront pas mes vacances. Fait que, tu sais, c'est plus payant pour eux, les agences, surtout pour le secteur privé, c'est plus payant pour les agences si je me présente pas au travail que si je me présente. Tandis que si je travaille dans un hôpital totalement gouvernemental, mais si, mettons, moi, je fais une dépression, je vais être payé pareil. Si je tombe enceinte, je vais être payé pareil, même si je ne travaille pas. Si je me blesse, je paye pareil. Ça veut dire que je suis payé même si je travaille pas. Fait que, au final, je coûte quand même cher selon la business de papa le gouvernement. Tandis que si je suis dans une agence, puis je travaille pas parce que je suis en dépression, parce que ça me tente pas, parce que je suis en burn-out, parce que je suis enceinte, parce que je suis blessée, parce que je retourne à l'école, ben, je suis pas payé. C'est ça, t'as pas de filet social pantoute avec pas de filet social. J'ai aucun filet social, puis le gouvernement, ça leur fait leur affaire. Parce qu'ils n'ont pas à payer tes congés de maternité, tes congés maladie, etc. C'est ça. C'est ça. Ça leur fait leur affaire. Ça fait leur affaire, les agences, puis les CHSCT privés. C'est exemple, moi, je me blesse au travail. Ils sont capables de prouver que j'ai pas été correct, que blablabla, pas de CSST. C'est qui est gouvernemental. C'est que c'est l'individu, c'est toujours le citoyen qui ne reçoit moins. Parce qu'autant l'employé reçoit moins de services, reçoit moins de soutien. Puis, en même temps, la personne qui bénéficie des services, elle aussi, elle en a beaucoup moins parce que on pourrait faire beaucoup mieux avec les ressources si on les utiliserait à meilleur espoir. Moi, je pense surtout au suivi, là, la continuité des soins, là. C'est ça qui est important. S'il y a tout le temps du roulement de personnel, puis avec les agences, on le voit beaucoup, il y a beaucoup de roulement quand même. Puis, tu sais, en protection de la jeunesse, là, il commence à avoir des agences de placement, surtout dans le Nord, là, où il n'y a pas beaucoup de gens. Ça commence à être inquiétant, là, tu sais, avec des gens, on a besoin d'établir un lien de confiance, puis tout. Je suis pas sûre que d'avoir recours à des agences de placement, c'est une solution quand on demande justement à établir un lien significatif avec des gens, puis qu'on dénonce justement le roulement de personnel depuis des années. Puis quand on regarde ça, là, c'est quand même assez absurde. Tu sais, dans le fond, le gouvernement, là, son objectif, c'est de contourner ses propres... Oui, mais en contournant ses propres règles, c'est-à-dire les syndicats, les congés payés, etc. Fait qu'ils veulent, en ayant des agences, ils sauvent ça. Fait que c'est plus payant pour eux. T'sais, moi, une agence, je travaille pas, je suis pas payé. J'ai pas de congé, de régie des rentes, de toutes ces affaires-là, tu sais. Mais non, oublie ça, là. Tu sais, je travaille pas, je suis pas payé. On va essayer de terminer ça avec un message un peu plus positif. C'est-à-dire que si tu avais un message à transmettre à un jeune qui sort de la DPJ, tu lui dirais quoi? 2 choses l'une. À moi-même, je me regarderais, moi, à 17 ans, je dirais, regarde, tu t'en es sorti, mais t'as bûché.
à une autre personne, je dirais, regarde, même si tu penses qu'il n'y a pas d'espoir, il y en a. Il suffit juste de garder ton cœur ouvert. Ben, ça fait un super mot de la fin. Mm-hmm. Je te remercie de ta participation, mais aussi de ta volonté de t'engager dans le système de santé, malgré le fait qu'il a l'air d'être sur le bord de l'effondrement. Ouais. Ceci est quasiment un euphémisme. Fait que, ben, un gros merci pour vrai pour ta participation. Oui, Je vais moi espérer que ça va bien aller malgré tout ce qu'on vient de parler. Ouais. Hey, merci de m'avoir écouté aussi. Puis bonne continuité dans ton projet d'études. J'espère que tout va bien se Ouais. passer pour toi. Puis sache aussi qu'il y a des bourses spécifiques qui existent aussi pour les jeunes qui ont passé par la protection de l'enfance. Donc, Ouais. des fois, il y a des critères, là. Donc, des fois, on n'est plus accessible. Souvent, ça arrête à 25 ans, mais tu peux quand même jeter un coup d'œil aux différentes ressources, notamment la Fondation Desjardins, parce que faut que je le dise, elle donne beaucoup d'argent pour la persévérance scolaire, mais aussi le concours Force à venir. Là, je fais pas en tout du placement de produits, hein. La gang qui m'écoute, c'est vraiment juste parce que moi, j'en ai bénéficié. Ça m'a beaucoup aidé, puis c'est un parcours qui est inspirant, puis je pense que tu peux le mettre de l'avant, puis continuer de croire en toi, c'est ça le plus important. Ouais, merci. Faire une différence au jour le jour. Ouais. Fait que, attention à toi, puis à la prochaine. À la prochaine, les filles. Bonne soirée. Bisous. Bye! Bye.